Nouveau Graal des temps modernes, on recherche tous à notre manière cet état de plénitude qu'est le bonheur. Mais voilà, la société dans laquelle nous vivons est malheureusement atteinte de la maladie du siècle, la dépression. Selon l'OMS, le constat est grave. En 2015, plus de 350 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde. La France arrive en tête du classement des pays les plus dépressifs, suivi des États-Unis et des Pays-Bas. La France est l'un des pays du monde les plus sinistrés au niveau de la joie. C'est absolument terrible. Enfin, justement, parce que je voyage beaucoup, je m'en rends compte. Alors, tout le monde le sait, il y a des pays où on est beaucoup plus pauvre et on est beaucoup plus heureux. Chez nous, c'est vraiment culturel, c'est dans notre culture, c'est dans notre ADN collectif. Qui rira dimanche pleurera vendredi, ou qui rira vendredi pleurera dimanche, je me trompe toujours dans les jours. Mais en tout cas, si on rit, on va payer après. Moi, j'ai envie de dire que c'est culturel. Le Français, s'il ne se plaint pas, il n'est pas heureux. On a plein d'expressions, la vie vaut la peine d'être vécue, ça mine de rien, il n'existe pas l'expression la vie vaut la joie d'être vécue. Bref, je crois que c'est culturel, on aime bien se plaindre aussi. On a un niveau de vie qui est quand même correct. C'est vrai, il y a des gens qui sont en souffrance en France, je ne dis pas le contraire, mais globalement, on a quand même un pays qui est riche, avec des choses qui sont superbes qui se passent, avec bon an, mal an, quand même un service public qui fonctionne. Donc on a quand même des choses qui sont bien. Et malgré ça, il y a énormément de souffrance. On a une grosse consommation d'anxiolytiques, on a beaucoup de suicides. Il y a des choses, à mon avis, qu'il faut quand même questionner, d'où ça peut venir et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Depuis quelques années, justement, la science s'intéresse au bonheur. Avant le XXe siècle, le champ de recherche de la science dans le domaine de la psychologie se limite aux aspects négatifs de notre psyché. L'angoisse, la dépression, la colère, la peur. Les émotions positives font par contre l'objet d'un intérêt beaucoup plus récent et donnent naissance à des termes considérés comme réducteurs par les scientifiques, la science du bonheur, dite psychologie positive. Au début du XXe siècle, le pharmacien Émile Coué fait la découverte des vertus de l'autosuggestion positive. C'est la naissance de la méthode Coué qui va servir de base à la pensée positive. Mais celle-ci est considérée comme populiste et sans fondement par les scientifiques et les professionnels du rire. La pensée positive, c'est quelque chose qui est parti au départ d'une idée intéressante, qui est celle de la méthode Coué, à savoir, si je me dis tout le temps que je vais bien, je vais aller mieux. Si je me dis que je suis capable de faire les choses, je vais aller mieux. Et c'est vrai, on sait que si, en fait, tout ce qu'on croit arrive. C'est-à-dire que vous pensiez que vous avez tort, non, que vous pensiez que vous allez y arriver, ou que vous pensiez que vous alliez rater, dans les deux cas, vous avez raison. Si vous êtes persuadé que vous allez rater un truc, vous allez le rater. Si vous êtes persuadé, mais vraiment persuadé que vous allez le réussir, vous allez le réussir. Nos croyances nous influencent. Si on est vraiment persuadé d'un truc, du coup, c'est comme ça que ça va se passer. Mais la pensée positive a détourné cette chose-là. Elle a cru qu'il suffisait de ça. Je vais faire comme si je croyais que je vais réussir, je vais être riche demain. Alors voilà, je vais être riche demain, je vais être riche demain, tiens, je vais être riche demain. Alors, ce qui se passe, c'est que les études ont démontré que fonctionner avec cette pensée positive comme ça, qui est détournée, qui est un peu bébête en même temps, qui est de l'ordre de la pensée magique, non seulement ça ne rend pas plus heureux, mais ça rend plus malheureux. La psychologie positive n'a rien à voir avec ça. C'est une science, alors une science molle comme toutes les sciences du développement personnel, quoi. Mais c'est une science quand même. C'est-à-dire qu'il y a des travaux scientifiques, on met des gens en conditions de laboratoire, on les met nombreux, on étudie, on répète les expériences, et c'est l'histoire de la gravité, par exemple. Si je prends ceci et que je le lâche, il va tomber à tous les coups. Il n'y a pas un coup où il tombe et un coup où il vole. Ça marche à chaque fois. Pour que ce soit scientifique, il faut que ça marche à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas de la pensée positive, parce que la pensée positive, avec un peu de bol, à un moment donné, vous allez rencontrer l'amour, mais pas à chaque fois, malheureusement. La psychologie positive qu'évoque Corinne Cosseron a pour principal fondateur Martin Seligman. Les travaux réalisés par le réseau de psychologie positive créé par Seligman marquent un tournant.
La psychologie n'a plus pour seul objectif la guérison, mais vise aussi l'épanouissement des êtres humains, leur aptitude à être heureux. La psychologie positive, elle est venue finalement, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est un terme parapluie, elle est venue dans la logique de différents travaux qui se faisaient, où on s'est rendu compte que c'est bien de s'intéresser à la maladie, c'est bien de s'intéresser à tout un ensemble de choses, mais ça peut être aussi intéressant de s'intéresser au fonctionnement optimal des personnes, et qu'est-ce qui fait que les personnes, entre guillemets, fonctionnent bien, quoi. Et du coup, la psychologie positive couvre un peu ces trois domaines, quoi, à savoir la prise en charge, tout ce qui relève de la psychométrie, l'identification des talents chez les personnes, et puis l'identification des conditions qui font que les personnes s'épanouissent. C'est vrai que les détracteurs de la psychologie positive ont considéré qu'il y a un déni complet de la souffrance des personnes et que, effectivement, c'est le monde des bisounours. C'est pas vrai. Il y a des travaux de recherche sur des psychothérapies, justement, qui s'inspirent de travaux qui ont été développés en psychologie positive. Et en psychologie positive, c'est pas non plus une injonction au bonheur. Et là, en ce sens, c'est là où je vais rejoindre les propos de Luc Ferry, éventuellement, dire si la psychologie positive devait être une injonction au bonheur et faire que les gens développent une mauvaise conscience à être malheureux, quoi, ben là oui, c'est une escroquerie intellectuelle, c'est pas vrai. On sait très bien qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. On ressent par moments des émotions positives, on ressent par moments des émotions négatives. C'est normal, c'est la vie, parce que dans la vie, on rencontre aussi, on est aussi confronté à des événements qui sont tragiques, quoi. Les événements qu'il y a eu en novembre à Paris, quelqu'un qui serait heureux dans ce type de situation-là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Donc c'est normal. Les recherches scientifiques sur l'optimisme et le bien-être apportent les preuves que le bonheur est accessible à tous. Pour être plus heureux, il faut décider de vouloir être plus heureux. Et ça marche. Et je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, mais c'est du béni oui-oui son truc, on est chez les bisounours. Elle nous raconte qu'il suffit de vouloir être heureux pour être plus heureux. Si c'était si simple, on le saurait. » Eh bien oui, on le sait. On le sait. Si on décide qu'on veut être plus heureux, qu'on regarde comment il faut faire pour être plus heureux et comment font les gens qui sont plus heureux dans leur vie et qu'on copie ce qu'ils font, on devient plus heureux. Oui, ça marche. Vouloir être heureux est une chose, y parvenir en est une autre. La science révèle que l'accès au bonheur équivaut à l'apprentissage d'une langue étrangère. Le bonheur s'apprend et se cultive. Il y a moyen d'agir sur le niveau de bonheur, oui. Il y a des outils, il y a des interventions qui existent, tout à fait. Le carnet de gratitude, par exemple, c'est la capacité qu'on va avoir, par exemple, tous les soirs à pointer des bonnes choses qui nous sont arrivées. Après, travailler sur les forces de caractère. Donc les forces de caractère, c'est la capacité qu'on va avoir à identifier nos points forts, ce qui nous caractérise. Et donc, en bien, comment utiliser ces forces-là, les forces qu'on a potentiellement un tout petit peu moins, comment les développer. On a mis en place une équipe qu'on estime d'experts. Et à ces conditions-là, oui, on peut garantir que ces outils-là sont enseignés et il est prouvé scientifiquement qu'ils sont impactants. J'ai envie de dire, le monde des bisounours, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais si c'est tout va bien et je vais bien, non, c'est comme, je crois qu'il y a une réalité, c'est comme la météo, il y a des fois où il pleut, il faut l'accepter, mais il faut voir le bon côté aussi. Dans la vie, il y a des creux, il y a des creux et des pics, et c'est ça la richesse d'une vie, mais c'est à nous de voir le côté positif sans se faire leurrer. C'est encore une fois une attitude, comment on voit aussi les choses, et ça, il n'y a que les personnes qui peuvent le faire par elles-mêmes. Ça ne s'enseigne pas, ça se pratique. Ce sont des petits exercices. On a beau le savoir, si vous ne pratiquez pas, il ne se passe rien. Les travaux scientifiques démontrent que le bonheur provient à 50% de la génétique, à 10% des conditions de vie et à 40% de notre volonté. La pratique de la psychologie positive englobe toute une série d'exercices destinés à développer ou booster notre joie de vivre. L'initiation aux exercices de respiration consciente, dite mindfulness, le yoga du rire, la sophrologie, autant de techniques que Corinne Cosseron a rassemblées pour créer la rigologie. La
rigologie aujourd'hui, c'est vraiment une méthode holistique qui comporte à la fois la psychologie positive, la sophrologie ludique, la méditation, le yoga du rire et toutes les techniques un peu que j'ai glanées à droite à gauche de développement du bonheur. Et on forme des professionnels donc de la santé, du social, de l'enseignement. Et on intervient énormément en entreprise aussi auprès des managers, auprès du burn-out. On intervient dans les soins palliatifs, dans les prisons et partout, dans une quinzaine de pays à peu près. Pour moi, le fait révélateur en termes d'application pratique de la psychologie positive qu'on pratiquait déjà au sein des clubs, à la fois club de rire, club de bonheur, ça a été le passage à l'entreprise. Et je dirais que l'élément fondateur, c'était la rencontre avec Martin Seligman en 2008 au congrès des psychologues américains, où effectivement on lui a exposé un petit peu ce qu'on pouvait faire, et il nous a répondu une phrase tirée d'un de ses bouquins qui est « Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour pratiquer la psychologie positive ». Je me suis dit qu'à ce moment-là, on pouvait effectivement mettre en pratique un certain nombre de choses qui sont connues comme étant des outils à la fois de développement personnel et des outils de performance dans l'entreprise, puisque l'entreprise, le but numéro 1 de l'entreprise, c'est quand même la performance professionnelle. Au nord de la France, dans le centre de culture et d'animation de la Madeleine, la rigologue Priscilla Lambert anime un club de rire où elle met en pratique des techniques inspirées de recherches scientifiques. À toujours courir un peu dans la vie, à faire plein de choses sans... Moi, ma façon d'aborder, c'est de passer justement par les jeux, de façon à ce que les gens lâchent prise, coupent avec le mental et retrouvent spontanément leur rire d'enfant, en fait, hein, j'ai envie de dire. Et par le yoga du rire, c'est aussi stimuler, en fait. Voilà, c'est mettre au défi aussi le fait de simplement commencer à faire rire son ventre en se regardant dans les yeux. Bon, bah déjà, rien que ça peut déclencher, en fait, il y a beaucoup de choses qui déclenchent des rires. Souvent, après la séance et puis la méditation du rire, à la fin, les gens se sentent apaisés, se sentent, alors ça c'est pas vraiment un sentiment, mais les yeux un peu mouillés, j'ai envie de dire, de retrouver cette simplicité, voilà, d'être bien avec d'autres personnes. Donc même si c'est pas conscient ou pas conscient tout de suite, ça fait du bien, naturellement ça fait du bien. Voilà, donc c'est des études aussi qui montrent ça, donc faut pas s'en priver. Depuis peu, la sphère politique s'intéresse au bonheur. Au milieu des années 2000, l'ancien président Nicolas Sarkozy fait appel au prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz pour mesurer le bonheur des Français. En 2010, chez nos voisins anglo-saxons, David Cameron réfléchit à la création de nouvel indice après le PIB, l'indice du bonheur.